Europe Matin, première édition donc présentée par Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On commence donc ce journal par, je le disais, l'information de la nuit, la mort du chef d'Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri a été tué ce week-end par une frappe de drone américain en Afghanistan. C'est ce qu'a officiellement annoncé Joe Biden à la télévision il y a quelques heures. Notre communauté du renseignement a localisé al-Zawahiri un peu plus tôt cette année. Il s'était installé dans le centre de Kaboul pour retrouver les membres de sa famille proche. Il y a une semaine, j'ai donné l'autorisation finale pour l'éliminer. La mission a été un succès, aucun membre de sa famille n'a été blessé et il n'y a pas eu de victimes civiles. Ce soir encore, nous disons clairement que peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront. Aux familles qui ont perdu un proche le 11 septembre 2001, j'espère que cette action décisive vous aidera à tourner la page. Ayman al-Zawahiri était effectivement considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Il avait pris la tête d'Al-Qaïda en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden. Aux États-Unis toujours, la menace d'une crise diplomatique majeure avec la Chine plane. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a entamé hier un voyage de 4 jours en Asie et elle laisse toujours planer le suspense sur sa venue éventuelle à Taïwan, peut-être dans les toutes prochaines heures. Une île toujours revendiquée par Pékin qui appelle les États-Unis, je cite, à ne pas jouer avec le feu. En vacances au fort de Brégançon, Emmanuel Macron s'est entretenu hier durant 1h30 au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il lui a une fois encore apporté le soutien de la France dans la guerre contre la Russie. En France, sur cette troisième canicule de l'été qui démarre dans le sud, on n'a pas fini d'en parler. Et elle devrait s'étendre dans les prochaines heures, cette canicule, les prochains jours à la quasi-totalité du pays. Sur les plages de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, les secouristes sont prêts et hissent les drapeaux pour alerter sur d'éventuels chocs de température. Reportage de Charles Guyard. Même avec l'habitude, on est obligé de galoper pour s'extirper de ces zones très chaudes. Ces zones dont parle Alexandre, le chef du poste de secours de la plage de Saint-Brévin, c'est tout simplement le sable qui, quand le soleil tape, devient brûlant. Ça nous arrive de devoir aider les gens à remonter. Des vacanciers qui, après la baignade, n'arrivent plus à poser un pied au sol pour rejoindre leur serviette. Mais lorsqu'il fait très chaud, c'est surtout avant d'aller dans l'eau qu'il faut être particulièrement vigilant. Il ne faut pas que les gens se jettent dans l'eau, comme certains peuvent le faire, du sable chaud, très chaud jusqu'à l'eau, parce que c'est vrai que c'est là où il peut y avoir des accidents. Et pour éviter des incidents dus au choc thermique, les postes de secours ont adapté leur signalétique. Jusqu'à présent, la couleur du fameux drapeau de vert à rouge indiquait un éventuel danger en raison de l'état de la mer. Cette fois, le thermomètre est aussi pris en compte. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, de changer la couleur du drapeau en fonction des températures. À partir du moment où on va avoir entre 10 et 15 degrés de différence entre l'air et l'eau, on va changer la couleur de notre flamme, on va passer de vert à jaune. Et pas question pour autant de sortir le rouge, se baigner étant la meilleure solution pour se rafraîchir. Reste à entrer dans l'eau progressivement et à penser au retour sur le sable chaud. Saint-Brévin, Charles Guyard, Europe 1. Avec cette vague de chaleur, 93 départements sont toujours en alerte sécheresse. Et on le sait, malheureusement, la sécheresse, c'est le terrain propice aux incendies. Celui qui a détruit 300 hectares de forêt dimanche à Manot, dans les Landes, ne progresse plus. Dans le Var, l'été dernier, 7000 hectares de végétation étaient partis en fumée à Gonfaron. Le camping Charlemagne avait été entièrement détruit. Notre reporter Chloé Lagadou est retournée sur place un an après. Grâce à un élan de solidarité, l'établissement a pu rouvrir. Reportage. Sur le bâtiment beige de l'accueil, pas une seule trace de suie. Les mobil-homes en lambris sont flambant neufs et les touristes profitent de la piscine. Difficile de croire que le camping de Sylvie a été ravagé par les flammes l'année dernière. Vu l'ampleur des travaux qui ont été réalisés, on se disait qu'on n'allait pas être prêt dans les temps. Mais étant donné que nos clients, qui sont des clients habitués et que tout au long de l'année, ils nous ont aidés, soutenus, etc., on savait qu'ils seraient là de toute façon. C'était à nous d'être prêts. On a été aidés par tout le monde. Mais que ce soit la région, les campings aux alentours, nous ont aidés, mais quelque chose de pas possible. Nous ont donné des mobil-homes pour repartir. Même s'ils sont tous conscients des risques d'incendie dans la région, les vacanciers n'hésitent pas à revenir et soutenir les commerçants locaux. On a vu quelques forêts où le tronc des arbres est tout noir, donc on voit que ça a brûlé. On voit la végétation qui commence à reprendre, mais les arbres qui sont tout noirs. Donc on sait que c'est un risque permanent en fait. On sait que ça peut arriver à tout moment. En fait, on ne change pas l'habitude qu'on avait. On vient chaque année en vacances ici.
Il faut faire l'effort de venir ici. Parce qu'en fait, si on n'achète pas ici, il meurt. Et c'est grâce à cette solidarité que Sylvie affiche presque complet pour les réservations du mois d'août. Grimaud, Chloé Lagadou, Europe 1. Et puis l'été, on le sait, Mélina, c'est malheureusement la saison des cambriolages. Et cela ne concerne pas que les maisons ou les appartements laissés sans surveillance pendant les vacances. Les commerces aussi sont visés et pas forcément les plus luxueux. Le magasin d'une chaîne de bijouterie a été dévalisé ce week-end dans un centre commercial des Yvelines, Gladys Lafitte. Ah oui, car certains malfrats n'ont pas forcément besoin de cibler les grandes marques de luxe pour espérer toucher le jackpot. Dans ce Marc Orient de la galerie marchande Parly 2 au Chesnay, les voleurs ont subtilisé au moins 1 million d'euros de bijoux. Cela représente environ 12 000 pièces et le préjudice est encore en cours d'évaluation. Ça peut donc être revu à la hausse. 2 hommes ont opéré très tôt dimanche matin, peu après 6 heures. Ils ont découpé le rideau de fer du magasin à la disqueuse avant de retourner la bijouterie sans dessus-dessous. L'opération a duré 30 minutes. L'alarme s'est bien déclenchée sur le portable de la responsable du magasin, qui restait pourtant injoignable. C'est une passante qui a découvert le magasin saccagé plus de 7 heures après les faits. Les 2 malfaiteurs étaient cagoulés et gantés. L'enquête s'annonce donc complexe. Elle a été confiée aux fonctionnaires aguerris de la police judiciaire de Versailles. Les précisions de Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Le deuxième suspect, arrêté dimanche à Lyon, a été mis en examen hier. Cet homme de 26 ans est accusé d'avoir agressé 3 policiers en civil le 20 juillet dans le quartier de la Guillotière. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. 6h07 sur Europe 1, la suite du journal avec vous, Mélina Fachin, et l'histoire qui se répète pour Camaïeu, de nouveau placé en redressement judiciaire. Décision hier du tribunal de commerce de Lille. 2 ans après sa reprise, l'enseigne de prêt-à-porter nordiste s'est à nouveau déclarée en cessation de paiement. Camaïeu emploie plus de 2500 salariés en France. Ceux rencontrés par Maximilien Carlier à Tourcoing ne sont pas surpris par ce nouveau redressement judiciaire. On s'en doutait, mais on ne pensait pas que ça serait si rapide. Voici le sentiment de beaucoup de salariés rencontrés devant le siège social de Camaïeu. 2e placement, redressement judiciaire en 2 ans. L'histoire se répète pour Christine et Victor, 2 employés. Ça fait toujours mal, hein. On espère que tout le monde continuera dans de bonnes conditions. On est fort stressé parce qu'on a vécu cette même situation il y a 2 ans. On en parle tous entre nous, mais bon voilà. Donc pour beaucoup de gens c'est un stress parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des enfants, qui sont dans une situation, tout ça. Qu'on est reparti encore dans une galère, on verra bien. Il faut garder espoir, insiste-t-il, même si l'enseigne nordiste a été plombée par le Covid, les confinements successifs. Dans un communiqué, la direction entend travailler au plan de continuation afin de préserver l'activité. Mais pour Thierry Siwick, délégué syndical CGT, il y aura des licenciements. On sait parfaitement que dès l'instant on saisit une société pour la placer en redressement judiciaire, il y a toujours de la casse sociale. Donc nous, on ne sera pas étonné que dans le plan, on prévoit une restructuration des effectifs, avec à la clé des fermetures de magasins. Et ça, on ne l'accepte pas. On en est au même point qu'il y a 2 ans, admet ce syndicaliste qui envisage des actions fortes, grève dans les magasins, débrayage dès la rentrée prochaine. Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1. Pour finir ce journal, nous allons vous faire découvrir une plante aux vertus surprenantes. Il s'agit de la canne de Provence. Et figurez-vous qu'elle sait dépolluer les sols. Elle mange les métaux lourds en quelque sorte. Une découverte étonnante qui a fait il y a 10 ans une chimiste française, Alexandra Gégy, est allée à sa rencontre pour tout comprendre. À côté de son laboratoire, la chercheuse Claude Grison coupe les tiges épaisses et vertes des cannes de Provence. Ces plantes sont parmi les plus nuisibles du monde et pourtant, elles servent désormais à dépolluer les sols d'anciennes usines, souvent imprégnées de métaux lourds et de produits chimiques. J'ai effectivement découvert une plante que je trouve toujours géniale et qui a cette propriété de se développer sur un sol très très contaminé. Elle est capable d'extraire le zinc du sol, de le stocker dans ses feuilles, de survivre alors que toutes les autres plantes ont disparu. Une plante miracle que Claude Grison réduit en poudre. Réunir chimie et écologie, c'était justement le défi de la chercheuse. En fait, c'est vraiment super pour l'écologie scientifique. Oui, c'est performant. Oui, avec des solutions basées sur la nature, on peut rivaliser avec la chimie conventionnelle. C'est un très très bel encouragement pour toutes ces techniques. Depuis 2 ans, Claude Grison vend ses molécules dépolluantes à des entreprises cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques. Reportage d'Alexandra Gégy pour Europe 1. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. À tout à l'heure, Mélina.